Électrochoc, le podcast des électrons libres. L'art délicat de la démocratie par les bombardements. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui revient régulièrement dans les débats de politique internationale. Une intervention militaire étrangère peut-elle réellement imposer la démocratie ? C'est une question complexe, Max, et la réponse instinctive, celle de la plupart des analystes, est un non assez catégorique. L'idée que la démocratie puisse arriver dans les soutes d'un bombardier ou sur les chenires d'un char semble contre-intuitive, et même un peu paternaliste, non ? Absolument. Et l'histoire récente semble leur donner raison. On a des exemples assez cuisants d'échecs. Je pense notamment à l'Afghanistan, à l'Irak ou encore à la Libye. Dans chaque cas, le renversement d'un régime autoritaire par une force extérieure a mené à des décennies de chaos, de guerres civiles, et finalement au retour de forces aussi, sinon plus radicales. Prenons l'Irak. Après la chute de Saddam Hussein, les Américains ont complètement sous-estimé les tensions profondes entre les communautés chiites, sunnites et kurdes. Ils ont démantelé l'armée, mettant au chômage des dizaines de milliers de militaires expérimentés qui, pour beaucoup, ont ensuite rejoint les rangs de Daesh. C'était une méconnaissance totale du terrain. C'est le piège classique. L'intervention extérieure simplifie une situation qui est en réalité un écheveau de rivalité locale, ethnique, religieuse. Et puis, il y a cet effet psychologique qu'on oublie souvent. L'union sacrée face à l'envahisseur. Même si une armée étrangère est accueillie en libératrice au début, elle est très vite perçue comme une force d'occupation. Exactement. Et une fois que le régime est tombé, on se retrouve face à un vide immense. Après des décennies de dictature, où sont les leaders politiques expérimentés? Où sont les institutions solides capables de gérer une transition pacifique vers le multipartisme? Souvent, les seules figures d'opposition sont en exil, en prison ou pire. C'est un tableau assez sombre. Pourtant, et c'est là que ça devient intéressant, ce dogme du non systématique mérite d'être nuancé. Il existe des contre-exemples historiques, même si on doit remonter assez loin. On pense bien sûr à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne, l'Italie, le Japon. 3 régimes totalitaires vaincus militairement et qui sont devenus des démocraties stables. Mais les conditions étaient exceptionnelles. Des régimes criminels, une capitulation sans condition et une occupation totale et prolongée des pays. C'est un contexte qui n'a rien à voir avec les interventions chirurgicales qu'on envisage aujourd'hui. L'opinion publique occidentale attend des opérations avec 0 mort chez ses soldats, un minimum de victimes civiles et une transition rapide et ordonnée. C'est un peu comme vouloir la pluie pour les récoltes, mais sans les orages, comme le disait Mark Twain. C'est une excellente image, mais il y a des cas plus récents et plus pertinents. Je pense à l'Argentine en 1982. La junte militaire s'est effondrée, non pas à cause d'une invasion, mais suite à l'humiliation de sa défaite contre le Royaume-Uni dans la guerre des Malouines. L'intervention militaire extérieure a totalement discrédité le régime, et le peuple a fait le reste. On a un cas similaire en Serbie en 2000. Le régime de Slobodan Milošević, déjà très affaibli et délégitimé par l'intervention de l'OTAN au Kosovo l'an précédent, a été balayé par une révolte populaire. Là encore, l'action militaire extérieure a été un catalyseur, pas l'acteur principal du changement. On commence à voir se dessiner un schéma. Dans ces cas de réussite, plusieurs conditions semblent nécessaires. Premièrement, l'intervention militaire fragilise le régime de l'extérieur, mais ce sont les forces internes, le peuple, qui portent le coup de grâce. Il n'y a pas de troupes d'occupation au sol. Deuxièmement, le régime en place doit déjà être très impopulaire à l'intérieur, à cause d'une crise économique, de la corruption, de l'isolement international. L'intervention ne fait qu'accélérer une chute déjà amorcée. Un autre point crucial, c'est l'existence d'une société civile, même embryonnaire, des syndicats, des mouvements d'opposition, des institutions qui ne sont pas tantisement à la botte du pouvoir. En Argentine, il y avait les maires de la place de Maille, en Serbie, le mouvement Otpor. Ces structures sont vitales pour prendre le relais. Et il y a un facteur qu'on sous-estime souvent, une expérience démocratique passée. Pour l'Allemagne, l'Argentine ou le Japon, il ne s'agissait pas tant d'une création que d'un rétablissement de la démocratie.
Le pays avait déjà une mémoire, une culture politique sur laquelle s'appuyer. C'est un atout considérable. Enfin, le dernier critère, et peut-être le plus décisif, les forces de répression du régime ne doivent plus être prêtes à tirer sur la foule. Quand la police et l'armée deviennent passives, voire complices des manifestants, le régime est condamné. C'est ce qui s'est passé à Belgrade. Ce qui nous amène à la question qui est sur les lèvres aujourd'hui, l'Iran. Si une intervention militaire, par exemple des frappes aériennes, venait à affaiblir le régime des mollahs, est-ce que la démocratie pourrait y voir le jour ? Appliquons notre grille d'analyse. Alors, le régime est clairement impopulaire, la situation économique est catastrophique et l'isolement international est réel. La société civile iranienne est aussi bien plus robuste et éduquée qu'on l'imagine. On le voit avec le courage des manifestants. Ces cases-là sont plutôt cochées. Mais en revanche, l'expérience démocratique passée de l'Iran est très limitée, même s'il y a eu des tentatives. C'est un point faible. Mais le vrai point d'interrogation, le plus inquiétant, c'est le dernier critère. Exactement. Les gardiens de la Révolution et les milices affiliées semblent, eux, totalement déterminés à défendre le régime jusqu'au bout et à réprimer toute contestation dans le sang. Ils n'ont montré aucun signe de résignation. Donc, même si une intervention extérieure pouvait déstabiliser la République islamique, le risque d'un bain de sang et d'une guerre civile prolongée reste immense. La démocratie par les bombes reste au mieux un pari extrêmement risqué, dont le succès dépend d'une alchimie très complexe et rarement réunie. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.